Je pense que l'un va avec l'autre. Vous pouvez être président, mais si vous n'avez pas la majorité, vous allez gérer, diriger comment? Les deux vont ensemble, les trois même, je dirais. Non, mais la question, c'est pour l'Union sacrée ou dans l'Union sacrée, le MSC voudrait quand même, pour pouvoir peser, remporter un maximum de sièges par rapport aux autres. Absolument. C'est pour ça que nous avons aligné des... Et je pense que nous sommes un des premiers partis à avoir le plus grand nombre de candidats, les députés tant nationaux, pour pouvoir avoir un maximum de députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale, que députés provinciaux également, pour pouvoir avoir les majorités au niveau des assemblées provinciales, ainsi que pouvoir obtenir un très grand nombre de sénateurs. On vous a vu partout, plus d'une trentaine de localités à vous seul, chose qu'aucun autre membre du présidium de l'Union sacrée n'a fait. Pourquoi autant d'énergie? D'abord, le pays est très grand. Et je pense même que les 38 localités que j'ai faites n'ont pas fait la totalité de partout où j'aurais dû aller. D'ailleurs, je pense qu'un mois pour faire une campagne pour l'élection présidentielle, pour soutenir un candidat à l'élection présidentielle, est pour moi même très peu. Il faudrait même qu'on arrive à 2 mois pour l'élection présidentielle, 1 mois pour cette amende législative et 15 jours pour les provinciales. Mais j'ai pu faire le maximum. Parfois, nous arrivions à 4 localités par jour, en commençant à 9h du matin, en terminant à 18h. Dans vos déplacements, vous avez eu des propos controversés sur un autre candidat à l'élection présidentielle. N'eût-il pas été plus simple de ramener cette affaire ou ces dossiers à la Cour constitutionnelle pour l'invalider? Écoutez, ça ne m'appartient pas d'ailleurs d'aller au niveau de la Cour constitutionnelle, mais ce qui m'appartient, c'est d'éclairer la population. Je connais l'individu que vous parlez et je pense qu'il était important au moment actuel de pouvoir éclairer la population parce que c'est un choix qui est important, le sommet de l'État. Et je pense qu'il était important qu'on puisse également expliquer que la personne que vous parlez ici est d'abord un menteur. Parce qu'il ment partout, il ment auprès de tout le monde et il ment systématiquement. Dans les dossiers que vous parlez, parce que j'ai été également aussi attaqué là-dessus, et j'étais surpris d'apprendre, parce que je ne l'ai pas suivi, mais j'ai suivi une bande qu'on m'a envoyée, qu'il aurait dit sur une radio internationale, par rapport à une question qui était posée, s'il était oui ou non zambien, il a dit qu'il n'avait pas de passeport zambien. Or, son porte-parole a confirmé, le jour où j'ai demandé au niveau du stade de Massina, qui nous dit si c'est vrai ce que cet opposant zambien disait, ou l'accusait d'avoir le passeport et l'identité zambienne, son porte-parole l'a confirmé. Ça, c'est grave. Parce qu'au sommet de l'État, vous ne pouvez pas mentir au peuple. Et ça, c'est terrible. Et je dis que vous ne pouvez pas non plus introduire des demandes de visa, tant au niveau de l'Angleterre qu'au niveau des États-Unis, et dire que vous êtes zambien et mentir au peuple que vous n'êtes pas zambien. Je veux dire, ce qu'on demande à un président, c'est de dire la vérité à la population. C'est ça qu'on demande à un président. Plus grave encore, lorsque le monsieur dont vous parlez, en 2013, fait une demande d'application de visa pour les États-Unis. 2013, c'est les premiers dans le site qui a fait apparaître toutes les entrées qu'il est arrivé aux États-Unis. Il a commencé en 2013. En 2013, il était gouverneur de la province de Katanga, n'est-ce pas? Donc, vous imaginez un monsieur qui est gouverneur d'une province en République démocratique du Congo, qui a le passeport diplomatique en tant que gouverneur de la province, et qui va dans un pays étranger, notamment les États-Unis, et qu'il demande le visa en tant que Zambien, lui qui représente une grande province comme le Katanga. Vous mentez à la Grande-Bretagne, vous mentez aux États-Unis, vous mentez au Congo. Et vous mentez également à l'Italie, parce qu'il a également la nationalité italienne. Ce qui est grave, c'est que lorsque vous faites ça, c'est-à-dire que vous considérez que
Le passeport congolais n'a aucune valeur à vos yeux. Vous, gouverneur de cette grande province du Katanga. Vous avez dit que vous avez suivi... Pire encore, vous minimisez l'importance du passeport congolais et vous le privilégiez au passeport zambien. C'est-à-dire que vous n'êtes ni congolais, ni dans l'âme, ni dans l'esprit, ni même dans le sang. Et je vous dis, je le défie même de connaître l'hymne national congolais. Ces accusations resteront lettres mortes. Seuls les candidats, vous l'avez dit tout à l'heure, peuvent apporter des faits nouveaux. Pourquoi ne pas l'avoir fait via votre candidat si vous êtes si sûr des informations que... Les informations sont là à la place. Je veux dire, il appartient à ceux qui jugent bon de pouvoir le porter au niveau de la justice de le faire. Et s'il est élu ? S'il est élu, je veux dire, c'est ça la volonté du peuple, mais je ne pense absolument pas. Ce que je également dois vous dire aussi, c'est que monsieur, la même personne que vous parlez là, est un manipulateur. Manipulateur parce que systématiquement, il a manipulé les images de ces rencontres qu'il disait avec la population. Et heureusement que les Congolais ont l'esprit ouvert aujourd'hui. Ils ont les moyens également, par des drones, par des images à l'arrière, de montrer la réalité de ça. Quand vous voyez la ferveur qu'il y avait au niveau du chef de l'État, parce que je l'ai suivi dans plusieurs étapes, j'ai vu des foules énormes, Bumba, Lissala, Gemena, Badolité, Zongo. J'ai vu les images j'étais pas là, mais de Mbujimaï. J'ai vu les images de Bukavu. Mais je veux dire, je n'ai aucune crainte, je veux dire, à avoir sur ce qui pourrait arriver au niveau de notre candidat. Revenons un peu sur ce problème de nationalité. Le camp de celui qu'on n'a pas cité affirme que votre colère d'aujourd'hui est due au fait que leur candidat a fait le plein dans votre fief. Et il vous montre aussi du doigt en disant, vous accusez l'autre d'avoir fait une chose que vous aviez vous-même fait auparavant. Détenir un passeport étranger. Écoutez, il faudrait d'abord qu'il le prouve. Moi, son passeport, il est là, là-dessus. Faire le plein à Gemena, ce qui s'est passé, il est venu avec $250 000. Parce qu'en fait, lui, le problème de ce monsieur, c'est qu'il considère la politique comme les affaires. Il faut acheter. Et la corruption, chez lui, je veux dire, est également une des raisons pour laquelle il fait de la politique. Il achète les individus. Certains candidats à l'élection présidentielle ont été achetés à coup de... ou proposés en tout cas à coup de $500 000, $200 000. D'autres également ont reçu plus de $1 million. C'est ça, je veux dire, que ce monsieur n'a aucune moralité et surtout aucune leçon de morale à donner. C'est-à-dire que pour pouvoir donner des leçons de morale, il faut être en mesure de ne pas pouvoir en recevoir soi-même. Or que je peux vous dire que le système, et ce que je voudrais dire à toute la population, le système de ce monsieur, ce qu'il a érigé dans sa province qu'il gérait au Katanga, était un système mafieux. Vous n'aviez, lorsqu'il était gouverneur, il n'y a aucun commerce, que ce soit des salons de coiffure, que ce soit des entreprises de taxi, que ce soit des entreprises d'abattage, que ce soit également des minoteries. Il n'y a aucune entreprise qui n'avait pas l'obligation de pouvoir lui donner sa place dans l'entreprise. Je vous donne 2 exemples, et le Katanga, nos frères du Katanga connaissent ça. La compagnie First Quantum. Qu'est-ce qui se passe? Canadienne. Ce monsieur gouverneur, dans ses opérations, réclame des marchés de la sous-traitance. First Quantum dit non, il n'est pas question, ici on ne va pas l'appliquer. Eh bien, il fait fermer cette entreprise, il a fait saisir. Lorsque l'entreprise se plaint au niveau des tribunaux, on la dédommage avec $40 millions. Le monsieur revend l'entreprise à $500 millions. Je vous donne un deuxième cas, parce que vous êtes très pressé, mais il y a toute une panoplie. Le cas de Mwamba Kabasele, qui avait une mine de coltan au niveau du Katanga. C'est ce gouverneur-là qui va arriver avec une bande de voyous pour piller ses stocks de cobalt, ravir la mine, simplement
parce qu'il avait le défaut d'être kassaïen. Voilà le type de personnage que certains veulent voir gérer le Congo, et je dis ça, c'est pas possible. S'il a géré le Katanga comme un bien personnel, dans le style d'une mafia, avec un parrain, comme nous l'avons déjà vu dans certains films, ce qu'il veut faire, en fait, ici au niveau de la RDC, c'est de gérer de la même manière la RDC. C'est-à-dire que vous allez voir que dans toutes les affaires ici en RDC, vous allez retrouver ce monsieur, avec ses structures de société, être présent dans chacune des sociétés. Et si vous avez le malheur de refuser, eh bien, il vous éjecte, il vous ferme. C'est ça qu'on appelle un système mafieux. Et ça, on ne peut pas accepter. Ce monsieur a bâti sa fortune lorsqu'il est revenu d'exil en Afrique du Sud, qu'il est rentré grâce à l'ancien président de la République au Katanga. C'est à ce moment-là qu'il a battu sa fortune. Et je ne pense pas que c'est avec son salaire de gouverneur qu'il a pu avoir la fortune qu'il a aujourd'hui. Et ce monsieur voudrait faire le même type de gestion au niveau de la RDC, et ça, ce n'est pas possible. Le Congo est un pays démocratique, ce n'est pas un État où il faut instaurer une mafia au sommet de cet État. Et ce monsieur que je connais est capable de marcher sous des cadavres pour ses intérêts personnels. Ce que vous dites est grave. Je suppose qu'ils vont entraîner réaction de la part de son camp. Ces propos et d'autres, tenus dans tous les camps, n'entapent-ils pas la cohésion nationale qui, vous avez toujours dit, est très chère à vos yeux? Non, mais la cohésion nationale ne veut pas dire que nous devons laisser n'importe qui faire n'importe quoi, sous prétexte simplement qu'il a de l'argent et qu'il a une ambition démesurée, une obsession de devenir président de la République. Oui, mais ces propos aujourd'hui, vos propos particulièrement, les vôtres, renforcent une fracture déjà bien présente dans la société. Mais cette fracture-là, cette fracture que vous parlez là, qui prône de pouvoir chasser les Kassaïens du Grand Katanga? Qui est celui qui a un jour prononcé à quelques mois qu'il allait couper la carte du Congo en retirant le Katanga? Est-ce que ce n'est pas ça, les propos dangereux? Mais je le dis à toutes ces personnes-là, qu'ils fassent très attention. Le Congo va rester un et uni. Qu'il en déplaise à ceux qui ont des ambitions démesurées et qui en font une obsession d'être à la présidence de la République. Est-ce que le risque avec cette élection, avec tous les propos entendus pendant cette élection, ne sont pas partis crescendo d'une fracture, d'un démantèlement, d'un éclatement de cette République démocratique Absolument. du Congo Je pense que vous avez une personne qui a des ambitions, comme je le dis, qui dépassent, je pense, tout entendement. Ce n'est pas de la démocratie qu'il est en train de faire. Je parle maintenant en tant que ministre de la Défense. J'ai, bien sûr, comme vous savez, ce qu'on appelle des renseignements sous l'administration du ministère de la Défense. Je vais vous dire ceci, et je préviens la population de ce qui est en train, monsieur, de préparer. Monsieur le sait très très bien. Il le sait. Au moins ça, on peut lui donner, c'est qu'il est lucide. Il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Il ne peut pas gagner les élections parce qu'il ne peut pas tromper un peuple tout le temps et à tout moment. Et le peuple a très bien compris que ce monsieur est l'agent du Rwanda. Pourquoi? Le monsieur est son plus proche collaborateur, conseiller spécial, qui est aux arrêts. Nous avons découvert, lors de son arrestation, tous les contacts qu'il avait quotidiennement avec le M23. Est-ce que ce monsieur-là que nous parlons, veut-il dire qu'il n'était pas au courant de ça? Ce monsieur, je vais vous dire, il y a 3 mois exactement, à travers les renseignements, nous recevons des renseignements au niveau de la Russie. Suivez-moi bien. Ce que ce monsieur se prépare à faire, lui qui prône toujours la paix, sa chrétienté, il a contacté une organisation russe pour pouvoir et donner beaucoup d'argent, parce qu'il est financé par des multinationales internationales que nous connaissons, je ne donnerai pas les noms ici, je connais les noms de ces personnes qui le financent, et il a demandé à cette organisation russe
de pouvoir entrer dans le système de la CENI. Dans le système de la Dans CENI. le système de la CENI, oui. Et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaque sur le site. Il a demandé à cette organisation, et ce que ce monsieur se permet de faire, il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation, qu'il va faire publier. Et c'est là que je dis à la population, attention, attention. Parce qu'il a, comme son habitude, acheté des organisations de la société civile, et pas des moindres, et d'une grande organisation dont je ne citerai pas maintenant. Mais le jour où cette grande organisation, qui peut-être va se reconnaître dans mes mots, va recevoir ce listing préparé par une organisation russe, peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs, mais qui leur sera remis par le fameux monsieur là, qui va prétendre à la grande organisation ici, qui est implantée dans tout le pays, lui dire que ce listing vient de la CENI. Peut-être que naïvement, ils vont prendre ça et ils vont pouvoir dire voilà les vrais résultats. Je dis attention. À la minute qu'il va faire ça, je vous appellerai et je vous dirai une fois de plus comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats, parce que maintenant je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Pire que ça, si ça ne réussit pas, ils vont essayer de mettre en application, ils ne réussiront pas non plus, de chercher à mettre le feu dans le pays. Mais je le dis à ce monsieur, qu'il fasse attention au retour de flamme. On ne le laissera pas détruire pour ses ambitions personnelles, mafieuses, prendre et déstabiliser ce pays. Nous utiliserons la force publique pour rétablir l'ordre s'il essayait de mettre le feu dans le pays. Vos accusations sont graves et à ce stade, vous dites que vous avez des éléments, sont toujours sans suite et conséquences ? Eh bien, écoutez, n'eût été la qualité de démocrate du président de la République. Il y a certaines personnes qui devraient déjà répondre de ces faits. En cas de victoire de votre candidat et d'une majorité au Parlement, où se voit Jean-Pierre Bemba ? Eh bien, nulle part spécialement. Ce que je voudrais, c'est que le Congo gagne. Et je pense qu'aujourd'hui, le meilleur candidat pour faire gagner le Congo dans le développement de demain, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ni Premier ministre, ni président du Sénat ? Vous savez que je suis resté, ça fait depuis 2007 que j'étais sans fonction jusqu'en mars. Parce que le président de la République m'a proposé de l'aider au niveau de la défense du pays. Mais vraiment, franchement, je ne fais pas une obsession. J'aurais pu être candidat à l'élection présidentielle. J'aurais pu l'être. Je ne suis pas obsédé, je veux dire, par avoir une fonction là-dessus. Je pense qu'on peut servir le pays autrement que d'être ministre, Premier ministre ou vice-premier ministre. Et en cas d'échec, face au péril que vous dites menaçant la RDC, vous reprendriez le rôle de chef de l'opposition ? Écoutez, les résultats qui devraient être publiés bureau par bureau seraient très clairs à ce moment-là. Et je pense que nous allons nous incliner. Être dans l'opposition, je l'ai déjà été, ça ne pose aucun problème. Dans le même temps, certains regrettent que le ministre de la Défense ne se soit pas fait plus remarquer. Vous avez dit, j'en profite, vous avez dit, vous êtes ministre de la Défense, vous êtes exprimé pendant cette interview en tant que ministre de la Défense. Vous n'êtes pas fait plus remarquer, exprimé sur le champ de bataille. À quand de bonnes nouvelles de l'Est ? Eh bien, je peux vous dire, et je ne voudrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé, mais en ce moment, les forces rwandaises sont en train de se retirer de beaucoup d'opposition. On n'en fait pas encore cas parce que nous ne sommes pas naïfs. Les choses pourraient retourner, mais en tout cas, nous observons un cessez-le-feu et un retrait des troupes rwandaises de certaines positions. Veut-il dire que les choses vont aller et vont continuer dans ce sens ? Mais si ce n'était pas le cas, bien sûr, nous sommes parés à toute éventualité, mais je suis fier de ce que nos forces font sur le terrain. C'est vrai que nous ne communiquons pas parce que nous n'avons pas à communiquer sur les victoires comme certains le font à chaque fois qu'ils prennent 2 Kalachnikov et 3 petites grenades. Mais je peux vous dire que nos forces sont en train de s'appliquer très fort. Je veux dire que c'est quand même l'actif du président de la République qui a consenti
beaucoup de moyens pour la formation, je veux dire, de nouvelles troupes dans les centres d'instruction qui sont ouverts et l'acquisition d'équipements modernes que beaucoup de pays africains certainement ne possèdent pas. On ne vous a pas beaucoup entendu ? Oui, mais je continuerai à ne pas dire ce qui se passe parce qu'on parle de secret défense. Vous êtes le civil à la tête de la défense, ayant administration sur la Grande Muette, et restez muet comme elle ? Je reste muet. Alors, mais dites-nous, cette guerre, elle se termine comment ? Elle se termine à la Sun City avec dialogue et brassage, ou elle va se terminer au forceps ? Écoutez, nous sommes parés à toute éventualité, comme on dit, c'est-à-dire que nous sommes prêts. Le problème d'une guerre, c'est quand vous la commencez, vous ne savez pas quand elle termine. Et on nous a imposé cette guerre par le Rwanda, avec les supplétifs du M23. Donc celui qui peut vous dire la guerre va se terminer tel jour, ce n'est pas possible. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, la Russie, vous ne pouvez pas dire à quel moment une guerre peut se terminer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous la faisons, les hommes sont prêts, à toute éventualité et que nous défendrons chaque centimètre carré de notre territoire. Ni dialogue, ni brassage, jamais. En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Ce sont les deux processus qui permettront de terminer la guerre. Et nous espérons que tout le monde va aller dans ce processus, soit de Luanda, soit de Nairobi. C'était une émission de 9 minutes, on en est à 21 minutes. Je vous remercie, M. Jean-Pierre Bemba, pour cette disponibilité peu commune. Oui, c'est vrai. Peu commune. C'est vrai. On le regrette. Oui, oui. Comment vous allez ? Je vais très bien. Content d'être rentré au pays. Mais ça fait depuis 2019, hein. 2018 d'abord, un petit séjour. Et puis, je dirais, plus longtemps, à partir de 2019, avec l'arrivée d'ailleurs du président Tshisekedi à la tête, et qui a permis, je veux dire, à tous les opposants qui étaient châtiés, y compris même la personne que nous parlons ici, avait été interdit par l'ancien président de pouvoir rentrer dans le pays. Il a pu bénéficier aussi de la magnanimité du président, lui donnant un passeport, jusqu'au moment où il a poignardé, comme il a poignardé d'ailleurs de son ancien président aussi. Donc j'ai une anecdote à vous dire à ce sujet. Ah oui ? Ah oui. Je pense que nous sommes en décembre 2021. Je pense qu'au moment où il vient à Kinshasa, parce qu'il ne sait pas s'il va rester ou il va partir. Il vient me voir à la maison. Je lui dis, mais j'ai des renseignements disant que tu es en train de chercher à retrouver l'ancien président, à vous réconcilier, tout ça. Je lui dis, mais tu sais quand même ce qu'il a dit de toi. Il a dit que tu étais un traître, que tu étais un Judas. Par rapport à lui, il essayait apparemment, selon toi, d'essayer de te tuer et t'empêcher de rentrer dans le pays. Droit dans les yeux, hein. Mon frère, jamais je ne peux faire ça. Retourner chez ce monsieur. Tu sais ce que je lui ai fait. Je dis, écoute, moi je te dis, fais attention. Mois de mai, je pense 2022, on voit qui s'embrasser dans l'église à Lubumbashi? C'était une poignée de main. Non, ils sont embrassés là. Mais ce n'est pas un problème, mais ils sont embrassés dans l'église. Et c'était voulu. Voilà un peu la personne qui vous jure que ça ne peut pas se faire, organise et provoque. C'est ça, le personnage. Monsieur Jean-Pierre, j'aurais voulu m'arrêter ici, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Si vous rencontriez, vous, dans une église, Joseph Kabila aujourd'hui, quelle serait votre réaction ? S'il devait passer devant moi, je dirais bonjour. Mais je ne vais pas organiser une rencontre via l'archevêque de Lubumbashi pour dire « faites tout pour que je puisse le rencontrer ». C'est pas ça que je ferais. Aucune animosité entre vous et Joseph Kabila? Non, on n'a aucune animosité. On ne se voit pas, on ne se parle pas. Donc, je veux dire, il n'y a aucun problème.